retrouver Mathilde Panot, qui est en direct avec nous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Bonsoir. êtes la présidente du groupe La France Insoumise. Merci à vous. Vous êtes en direct à l'Assemblée nationale. Juste un mot. Vous avez peut-être entendu ce que disait tout de suite le député Rassemblement national sur Emmanuel Macron? Oui, enfin, mais je ne préfère pas commenter des délires homophobes d'un député Rassemblement national, si ça ne vous dérange pas. Non, bon, c'était l'idée de la manipulation et de la séduction. Oui, je ne comprends pas son point, je n'ai pas entendu son discours et je ne préfère pas passer mon temps à commenter ce que dit le Rassemblement national. Par contre, on peut parler de l'attitude qu'ils ont eue lors du vote de cette motion de défiance, puisqu'ils ont refusé de voter cette motion de censure contre la politique qui est menée aujourd'hui par Madame Elisabeth Borne et Monsieur Emmanuel Macron. Effectivement, cette motion de censure, vous l'avez défendue à la tribune et vous avez obtenu un vote de 146 sur 151 députés. Et donc, elle n'a pas été adoptée. Donc, j'ai envie de dire, à quoi ça a servi au-delà du jeu de rôle? Alors, ce n'est pas un jeu de rôle, en fait. C'est une question qui est importante pour nous. La motion de défiance, comme nous l'avons appelée, elle posait un marqueur politique important. Ce marqueur politique, c'était de dire que Madame Elisabeth Borne est la première des locataires de Matignon, la première des premières ministres, à ne pas demander la confiance à l'Assemblée nationale, et ce, depuis 30 ans. Et donc nous disons que le gouvernement tire sa légitimité de l'Assemblée nationale, qu'il ne tire pas ou qu'elle ne tire pas sa légitimité uniquement du fait du prince et du fait du président de la République. Et donc puisqu'elle refusait de faire ce vote de confiance, puisqu'ils sont aujourd'hui minoritaires et battus aux élections législatives, il était important pour le respect démocratique de nos travaux que nous posions cette motion de défiance. Donc nous avons posé un principe démocratique et par ailleurs une clarification politique aussi sur qui apporte sa confiance ou non au programme porté par Emmanuel Macron. En même temps, comme vous ne l'avez pas fait adopter, vous avez aussi en quelque sorte finalement montré qu'il y avait que Elisabeth Borne n'était pas désavouée, même si à la tribune elle a dit qu'elle ne prenait pas l'abstention des RN ou des LR ou des autres groupes, elle les a pas cités d'ailleurs, pour une approbation. Hein. Mais de fait, vous n'avez pas montré une majorité alternative. Et elle a rappelé avec pas mal de vigueur que vous aviez peut-être oublié que vous avez perdu toutes les élections, la présidentielle et législative aussi. Alors, la première des choses, c'est que si Elisabeth Borne, effectivement, si cette motion de censure n'a pas été jusqu'à son terme, Elisabeth Borne elle-même n'a pas de majorité à proposer, puisque sinon, elle aurait proposé un vote de confiance. Et je suis sûre que vous en êtes d'accord, si elle avait eu cette majorité, elle aurait demandé ce vote de confiance à l'Assemblée. Donc, elle-même n'a pas ce vote de confiance. Ce que nous reprochons à Madame Elisabeth Borne, c'est qu'elle ne cesse de faire des discours pour nous expliquer que dorénavant, plus rien ne sera comme avant, qu'il y aura des nouvelles méthodes démocratiques avec des compromis qui seront faits. Or, quand vous regardez le programme qui est porté, vous n'avez aucun point du programme politique d'Emmanuel Macron qui n'ont été changés durant le discours de politique générale qu'elle a tenu la semaine dernière ou même depuis. Donc, vous avez des beaux discours qui sont faits. Vous avez effectivement une abstention des Républicains et du Rassemblement national que moi je prends comme le fait qu'ils sont partisans finalement après tout de la retraite à 65 ans, qu'ils sont partisans de la destruction des services publics. On l'a passé cet extrait, on l'a entendu votre extrait justement là-dessus, mais quand même il y a eu 5 voix qui vous ont manqué à l'intérieur de votre propre intergroupe, la NUP, et par exemple Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste, l'ancienne présidente du groupe socialiste. Comment vous l'interprétez? Eh bien ça sera aux socialistes de nous dire exactement ce qui s'est passé. Moi, ce que je retiens plutôt que peut-être 1, 2 ou 3% des signataires qui auraient manqué aujourd'hui pour voter physiquement, c'est d'abord que nous l'avons toutes et tous co-signé. Et la deuxième des choses, c'est que Olivier Faure a fait à la tribune un discours qui, je crois, rompt de manière extrêmement forte avec ce que le Parti socialiste portait encore il y a quelques mois et qu'il a fait un discours qui nous a toutes et tous rendus très fiers. Voilà, donc tout va bien à l'intérieur de la NUP, sauf que bon, il y a quand même des critiques, il y a quand même des voix qui ont manqué, il y a quand même Fabien Roussel qui dit il faut se dire la vérité, il faut le renforcer, mais en même temps il faut se dire les choses et ne pas se cacher les choses. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu hégémonique en fait?
Non, je crois que justement, ce que nous avons fait là depuis le début de notre arrivée à l'Assemblée nationale, nous avons proposé plusieurs propositions de loi en commun, une sur la question de l'urgence sociale et des mesures, en quelque sorte, le contre-projet de loi du gouvernement, une sur la question de la constitutionnalisation de l'avortement. Et nous avons présenté des candidatures en commun pratiquement à toutes les élections internes de l'Assemblée nationale. Alors oui, parfois, il y a des petites tensions par-ci, par-là. Nous sommes encore en construction. Mais la nouvelle Union populaire n'existe pas depuis si longtemps et pourtant, elle s'est montrée unie dans ses votes, dans les propositions que nous portons et vous verrez que cet intergroupe parlementaire continuera à travailler de manière très fonctionnelle et de manière très intense puisque nous nous revoyons encore demain matin à 9 h. Alors, juste un mot sur ce qu'on a appelé les Uber Files, c'est-à-dire les documents que publie le Consortium international des journalistes d'investigation, des documents émanant de l'entreprise entre 2013 et 2017. Le titre du Monde de ce soir, c'est « Emmanuel Macron a fait un deal avec Uber », un deal entre guillemets, donc un accord. Ce soir, en fait, c'est dans l'édition de Libération de demain, François Hollande, qui était président de la République à l'époque, dit « Il n'y a jamais eu au niveau de l'Élysée la connaissance du moindre deal. Si ça s'est fait, l'Élysée n'était pas au courant. Et par ailleurs, lorsqu'on lit attentivement ces documents du Monde, on se rend compte qu'en fait, l'entreprise américaine est très insatisfaite de sa relation finalement. Alors, elle est très satisfaite des premiers contacts avec Emmanuel Macron, qui considère que Uber va créer des emplois et va mettre de la concurrence dans le paysage des taxis. Mais après, à chaque fois qu'il y a une demande de la part de l'entreprise contre la commission, la Direction générale de la répression des fraudes, la concurrence, contre les perquisitions, contre tous les petits ennuis qui lui arrivent, Emmanuel Macron ne cède sur rien ou en tout cas ne répond même pas. Donc, est-ce que c'est un deal, vraiment ? Si, par exemple, oui, si. Vous regardez, par exemple, sur l'arrêté qui avait été pris à l'époque par la préfecture de Marseille, qui était un arrêté qui était extrêmement défavorable à Uber. Eh bien, là, effectivement, ils écrivent directement à Emmanuel Macron par SMS. Emmanuel Macron, vous le noterez, répond et fait en sorte que ce soit annulé, puis qu'il y ait ensuite 2 jours après un autre décret qui soit pris par la préfecture. Donc si on peut voir un véritable scandale dans ce qui est aujourd'hui révélé. Et je voudrais d'ailleurs saluer le travail journalistique gigantesque qui a été de regarder ces milliers de documents pour pouvoir arriver à sortir des choses du grand public. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à examiner. C'est pourquoi, avec la nouvelle Union populaire, puisque vous étiez inquiet que parfois nous nous divisions, nous avons demandé une commission d'enquête commune sur cette question-là. Parce que finalement, cela révèle des choses. Cela révèle, au-delà de beaucoup d'affaires, de celles qu'il y a eu autour du scandale de Alstom, dans lequel Macron était lui aussi impliqué, du scandale autour des concessions autoroutières et de beaucoup d'autres, que Emmanuel Macron préfère toujours des intérêts privés à l'intérêt général. Et je crois que ce qui a été révélé est très grave et mérite que la représentation nationale s'y penche pour pouvoir faire le tri et comprendre exactement ce qui s'était passé. Dernière question, qu'est-ce que vous proposez pour éviter que les Français subissent ces hausses du tarif du gaz très bientôt, qui s'annoncent déjà, qui sont déjà en marche, et l'inquiétude qu'exprime le gouvernement devant la coupure probable du gaz russe ? Quelles sont vos propositions ? Pas seulement la condamnation des décisions du gouvernement, etc., etc. Mais si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi ? Sachant que, au passage, Jean-Luc Mélenchon avait été relativement ambigu sur Vladimir Poutine et puis après il a condamné l'invasion en Ukraine. Mais concrètement, vous feriez quoi ? Vous n'ouvrez pas trop de sujets parce que sinon ça va être trop long à répondre. Non, tout à fait. C'est clair. Vous feriez quoi très concrètement ? Sur la question du prix de l'énergie, et notamment du prix du gaz, qui est en train effectivement d'étrangler de nombreuses familles qui ne savent plus comment elles vont ou elles peuvent payer leurs factures. Ce que nous proposons, c'est de faire un blocage des prix pour que ça soit non pas le trésor public qui paye, mais le trésor privé. Je m'explique. En ce moment, vous avez de la spéculation sur l'énergie. Et donc, lorsque vous voyez des géants comme Total qui ont fait 16 milliards de bénéfices l'année dernière et reversé 8 milliards aux dividendes, je crois que Total peut contribuer à l'effort et donc que ce soit les fournisseurs
fournisseurs qui participent à faire en sorte qu'ils baissent leurs marges et leurs profits pour que ce prix soit bloqué. Nous proposons donc le blocage des prix pour permettre aux Français et aux Françaises de respirer. Et ensuite, sur cette question énergétique qui est très importante, nous devons penser l'efficacité et la sobriété énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des choix démocratiques sur ce à quoi nous utilisons l'énergie, parce que l'énergie n'est pas gratuite dans notre société, parce que nous avons une limite écologique qui est posée par les limites planétaires. Par exemple, très concrètement, pour les Français qui travaillent, donnez-nous un exemple concret de votre sobriété. Oui, très concrètement, par exemple, sur la question de la rénovation énergétique dont nous parlons depuis des années et sur lequel il faut faire 700 000 rénovations par an, eh bien, nous en sommes toujours très très loin et ces rénovations ne sont pas faites. Or, elles gaspillent énormément d'énergie. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Mathilde Panot, donc depuis l'Assemblée